Rappel de cours sur la notion de nature. Alors pour définir la nature, on va partir simplement de son opposition à l'idée de culture. La nature, qu'est-ce que c'est dans cette perspective? Eh bien c'est ce qui est déjà là et qui n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'homme. Transformation de la nature par l'homme, ce sera la définition de la culture. On va justement partir dans cette première partie de l'opposition nature-culture et de la distinction que fait Aristote entre un objet technique et un objet naturel. Quelle est la différence entre les deux? Un objet naturel, dit Aristote, c'est un objet qui a son principe de mouvement en lui-même. Par exemple, un arbre est un objet naturel parce qu'il croît spontanément. Il n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour se développer lui-même. Un objet technique, en revanche, dit Aristote, c'est un objet qui a son principe de mouvement à l'extérieur de lui-même. Par exemple, un lit est un objet technique puisque il est l'effet d'une causalité extérieure qui est le menuisier. Donc ça, c'est pour la distinction entre objet technique et objet naturel. Un objet naturel, donc, c'est ce qui croît spontanément. Et on a dit tout à l'heure que la nature, c'était donc ce qui était amené à être transformé par l'homme par la culture. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'homme peut se définir comme étant un être d'anti-nature. Ça paraît étrange de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on veut dire précisément? D'abord, que l'homme, d'une certaine manière, est contraint de transformer la nature extérieure s'il veut vivre. Pourquoi? Eh bien parce que, comme nous l'apprend par exemple le mythe de Prométhée, chez Platon, l'homme, à la différence de tous les autres animaux, est un être qui, à la naissance, ne porte pas sur lui toutes les caractéristiques, toutes les propriétés qui lui permettront de s'adapter à la nature rapidement, ce que peut faire par contre l'animal. L'homme donc, à l'état naturel, est l'être le plus faible de tous les animaux. C'est pourquoi il est contraint, non pas de s'adapter à son environnement, ça il ne peut pas le faire contrairement à l'animal, mais au contraire d'adapter l'environnement à lui-même. Autrement dit, l'homme, s'il veut survivre, est obligé de transformer la nature par le travail, par la médiation de la technique, et la transformer en environnement donc pour pouvoir vivre. Premier point, c'est pour ça qu'on dit que l'homme est un être d'anti-nature. Il a toujours dû transformer la nature pour vivre. Deuxièmement, l'homme est un être d'anti-nature au sens où il passe son temps à nier sa propre nature. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, l'homme, comme l'animal, il a une naturalité. Cette naturalité, cette nature de l'homme, eh bien, elle s'exprime dans, par exemple, ses besoins. On a une part d'animalité qu'il faut assumer. Mais à la différence de l'animal, ce que peut faire l'homme, eh bien, c'est qu'il peut domestiquer cette animalité. Il peut domestiquer la nature qu'il porte en lui. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que l'homme, dès qu'il a des besoins, dès qu'il a des désirs, contrairement à l'animal, il possède la capacité de renoncer à leur satisfaction immédiate, ce que peut beaucoup plus difficilement faire l'animal. Si l'homme, par exemple, a faim, c'est la nature qui va s'exprimer en lui, mais l'homme est capable de réfréner la satisfaction de ce besoin et donc de la repousser à plus tard. Voilà. C'est pour ça qu'on va dire que l'homme est un être d'anti-nature au sens où il modifie, il nie la nature extérieure et il passe son temps également à nier sa propre nature. Si on veut le dire encore différemment, on dira que la nature de l'homme, du coup, c'est d'être un être de culture. Bon. Donc cette opposition nature-culture, dans un premier temps, elle est intéressante parce qu'elle permet de dire ce qu'est la nature par contraste avec la culture. Mais dans cette opposition nature-culture, on a l'idée selon laquelle peut-être la culture vaut mieux que la nature. Et donc dans une deuxième partie, on va se demander si on ne peut pas réhabiliter la nature contre la culture d'une certaine manière, en se demandant si la nature n'est pas porteuse de certaines valeurs, que la culture viendrait annuler quelque part ou étouffer. Eh bien, c'est une question que pose par exemple un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Hans Jonas, dans un livre intitulé « Le principe responsabilité ». Hans Jonas se dit: est-ce que le projet cartésien, le projet de Descartes, le projet scientifique en fait, qui consiste à transformer la nature, à se rendre comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre l'expression de Descartes, est un projet légitime? Est-ce qu'il est légitime de vouloir dominer la nature? Jonas s'interroge sur le présupposé de l'entreprise scientifique et il remarque que dominer la nature, entreprendre de la transformer, n'est possible que si l'on a une certaine conception de la nature. Quelle est cette conception? Eh bien, dans le prolongement de Descartes, la science considère la nature à l'image d'un grand mécanisme, d'une grande horloge, disait Descartes. Autrement dit,
Pour Descartes, pour le projet cartésien que veut critiquer Jonas, la nature, ce n'est jamais que de la matière, une grande étendue géométrique, un grand mécanisme, et du coup, dans la nature, il n'y a pas d'intention. Et s'il n'y a pas d'intention, eh bien, on n'a que des mécanismes de force, et donc, dans la nature, il n'y a pas de valeur, nous dit Descartes. Mais Hans Jonas se demande si c'est vrai. Peut-on vraiment dire qu'il n'y a pas de valeur dans la nature? Eh bien, pour Hans Jonas, non, on ne peut pas dire ça. Pour lui, il y a une forme de valeur de la nature. Pourquoi? Parce que, dit Jonas, en fait, il y a des intentions dans la nature, ou en tout cas, il y en a une fondamentale, qui est de persévérer dans son être. La nature persévère dans son être, dit Jonas. Ça veut dire que la nature choisit toujours la vie plutôt que la mort. C'est ce qu'il défend dans son bouquin. Et du coup, pour Jonas, puisqu'il y a cette intention fondamentale de la nature, de vouloir la vie, il faut que l'homme ait un devoir vis-à-vis de sa nature, un devoir de respect et de préservation. Voilà. Donc ça, c'est la perspective de Jonas, qui est plutôt une perspective anti-cartésienne. Il ne faut pas à tout cran transformer la nature, parce que la nature comporte une certaine valeur. Une deuxième perspective critique sur cette volonté de s'éloigner de la nature, de transformer la nature, c'est bien sûr Rousseau. Rousseau, qui écrit, comme vous le savez, ce discours sur les sciences et les arts, ce discours ensuite sur l'origine et l'inégalité des fondements parmi les hommes, et qui soutient donc dans ces deux textes, Rousseau, que c'est parce que l'homme s'est éloigné de la nature, c'est parce qu'il est entré en société qu'il s'est perverti. A contrario, ça veut dire que pour Rousseau, l'homme est naturellement bon. Et ici, on est dans une perspective qui fait apparaître la nature comme une norme à partir de laquelle on peut déterminer, semble-t-il, d'après Rousseau, ce qui est bien, par rapport à ce qui est mal, c'est-à-dire la vie en société. Bref, pour Rousseau, la vie en société, c'est ce qui inscrit en l'homme des vices, la jalousie, l'orgueil, la vanité, qui n'étaient pas là naturellement. Et on pourrait en conclure, mais on va revenir là-dessus après, que pour Rousseau, du coup, il faudrait revenir à l'état de nature. C'est peut-être pas si sûr, mais en tout cas, ce qui est certain pour Rousseau, c'est que la culture ne rend pas nécessairement l'homme meilleur. Ça, c'est sûr. Bon. Mais dans une troisième partie, du coup, voilà, on va se poser la question de savoir si on peut vraiment idéaliser la nature. Eh bien, premièrement, on va se méfier peut-être de l'idée selon laquelle la nature constitue une norme, au sens où ce qui est naturel serait bon et ce qui serait culturel moins bon. Oui, il faut se méfier de cette idée, et même de cette idée selon laquelle, parce qu'il y aurait des intentions dans la nature serait forcément une valeur. Qu'est-ce qui montre que la nature n'est pas toujours une valeur qu'il faut préserver? Eh bien, tout simplement, par exemple, la médecine. Le médecin, parfois, est contraint de nous prescrire ce qu'on appelle des antibiotiques. Or, le terme est intéressant, antibiotique. Antibiotique, ça veut dire ce qui lutte contre la vie. Bios en grec, c'est la vie. Et oui, la nature n'est pas toujours bonne pour l'homme. On a tendance parfois à l'oublier, mais en réalité, on peut prendre un exemple. Le moustique qui transmet le paludisme, qui est une des plus grandes causes de mortalité en Afrique, par exemple, est un moustique qui est 100% bio, 100% naturel. Et donc on voit bien que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Et là, grâce à la technique, l'homme est censé pouvoir du coup se protéger de cette nature. Donc ça, c'est le premier point. La nature n'est pas nécessairement toujours bonne et il faut parfois une technique pour s'en protéger. Bon. Ensuite, deuxième chose sur Rousseau, on va faire une précision. Il y a un contresens à ne surtout pas commettre sur Rousseau. Rousseau n'a jamais dit, n'en déplaise par exemple à Voltaire, qu'il faut retourner à l'état de nature. Rousseau n'a jamais dit ça. Il n'a pas la naïveté de penser ça. Rousseau d'ailleurs est plus précis puisqu'il dit dans le contrat social que l'homme n'apparaît qu'à partir du moment où il rentre en société. Bon. Du coup, quel est le message de Rousseau quand il dit que l'homme s'est perverti par la société? Il est plus précisément le suivant. Il est de dire que le mal, l'inégalité, est une construction historique. C'est quelque chose qui a été inventé par l'homme. Or, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle que d'apprendre cela, puisque si le mal est une construction historique, si c'est l'homme qui a produit le mal, alors comme l'écrit Rousseau, tout ce qu'a fait l'homme, l'homme peut le détruire. On comprend ainsi que l'intérêt d'historiciser l'inégalité pour Rousseau n'est pas de nous inviter à retourner à un état antérieur à l'histoire, de retourner à la nature. Donc c'est de nous faire comprendre qu'il y a la possibilité de défaire ce qui a été fait. C'est tout le sens, par exemple, pour Rousseau, du politique et de l'éducation, que d'essayer de produire une civilisation au sein de laquelle l'inégalité et le mal, donc, n'existeraient pas. Voilà, si on veut le dire schématiquement. Donc voilà, ne pas commettre ce contresens qui est que pour Rousseau, il faudrait retourner à l'état de nature parce que la nature serait nécessairement bonne, là où la culture serait nécessairement mauvaise.